Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours autour de la table des experts Guillaume Dard, Denis Ferrand et Dorothée Rouzet. On va parler balance commerciale avec une nouvelle extraordinaire. Ça fait 20 ans que je suis journaliste économique, je n'ai jamais vu ça. Et cette nouvelle, elle vient d'Anthony Morlet, Lavidali, économiste chez Rexecode, dont on a le patron autour de la table, Denis Ferrand, qui en prenant, vous allez nous expliquer Denis, en se basant sur les comptes de l'INSEE du 4e trimestre, a fait quelques extrapolations quant à notre balance commerciale qu'on ne connaîtra que vendredi. Les douanes publieront les chiffres 2025 de la balance commerciale vendredi, mais il semblerait qu'au 4e trimestre, on ait une balance excédentaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Comment c'est possible ? Et en plus, pas de manière, enfin, c'est pas marginal, hein, c'est 0,7 points de PIB en annualisé si on regarde la balance des biens et des services. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on n'a pas inventé les chiffres, on a pris simplement ceux des comptes nationaux. Enfin, Anthony a les yeux rivés dessus dès qu'ils sortent. Et donc on a vu cette amélioration qui se détectait déjà un petit peu depuis quelques mois. Pour autant, alors sur l'ensemble de l'année, alors c'est quoi ? On dit souvent c'est l'aéronautique qui dit oui. Non, mais c'est le quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, c'est moins 0,4, ce qui est jamais que la moitié du déficit qu'on avait en dernière année normale, on va dire 2019. Donc, il y a vraiment une réduction tendancielle du déficit. C'est l'aéronautique, c'est les prix des importations Merci Airbus, c'est le prix des importations de pétrole, le prix des importations également de produits manufacturés. On revient sur ce que l'on disait tout à l'heure sur la Chine. Et puis, donc l'aéronautique, quelques navires, et puis les exportations ainsi d'électricité. En fait, très peu est venu de ce qui est souvent vu comme le supplétif d'un déficit sur les biens que sont les services. En fait, les services n'ont pas tellement bougé. Les services de voyage, les services de communication, ça n'a pas tellement bougé. Mais en revanche, ça s'est situé du côté des biens qu'il y a eu une amélioration, et en particulier EDF qui produit fortement, qui exporte fortement. Le positif, c'est le mix énergétique. On a trop pleuré il y a 3 ans quand les centrales nucléaires étaient fermées, et on peut se réjouir que notre potentiel reparte et que ça nous permette de gagner ces exportations. Sur le pétrole, on n'y est pas pour grand-chose, et sur le dollar. Mais donc c'est un peu le même débat que sur l'inflation. Donc ça, en positif. Alors, et je me demande quand même, ça, dans les questions, mais c'est une vraie question, est-ce qu'on arrive à compter toutes ces importations de Chine et de machin ? Est-ce que c'est pas... Je me demande, parce que comment est-ce qu'on peut le faire ? Alors Dorothée doit le savoir. Question à Dorothée Rouzet. Alors, il faudrait poser la question exactement aux douanes sur comment ils font. Hein, mais il y a en fait un seuil qui est 250 € en dessous duquel les produits ne sont pas assujettis aux droits de douane. Et oui. Tous ces colis, ils rentrent en dessous, donc ils peuvent déclarer une valeur. Ils doivent déclarer une valeur parce que, en théorie, ils sont soumis par exemple à la TVA. On soupçonne qu'il y a quand même pas mal de sous-déclarations. Donc effectivement, il peut y avoir un peu d'incertitude sur ces colis. Bon, cela dit, dans les données qu'on a, on voit que ça augmente en flèche. Hein, donc on a quand même a priori bien capturé. La question, c'est la taille de la flèche. Parce que quand on voit que tous les magasins de centre-ville sont en train de perdre 15% de vente, les gens n'ont pas réduit leur consommation à ce point-là. Ils n'ont pas réduit forcément leur consommation en nombre de pièces, mais effectivement, le prix par pièce baisse parce que Chine et Temu ont une différence importante. Mais effectivement, c'est une question sur l'équilibre général de l'économie. Parce que quand vous regardez la consommation en France, vous avez un niveau de la consommation en biens qui est inférieur à ce que l'on connaissait en 2019. Alors qu'en revanche, la consommation n'est pas très en forme. Ça a vraiment progressé. On épargne en France, puisqu'on ne consomme. Oui, on épargne, mais on ne peut pas évacuer l'idée qu'il y a une mauvaise prise en compte de tout ce qui tient à Chine, pour les raisons que Dorothée vient d'évoquer. Tous les petits colis passeraient un peu sous le radar de nos chiffres macro. Et ce faisant, ça concerne quand même principalement de la consommation en biens. Précisément. Or, c'est celle qui recule, qui est plus faible. Et donc, il y a peut-être un défaut d'enregistrement, à la fois en consommation et en importation, parce que c'est sur les deux fronts qu'il faut regarder. Donc la consommation des biens est peut-être un petit peu plus forte, parce qu'on ne mesure pas très bien jusqu'à présent ce qui procède de Chine, et avec cette montée en flèche, effectivement, de la pénétration du marché intérieur français. Est-ce que ça veut dire qu'avec la taxe petit colis, puisqu'effectivement jusqu'à présent, tous les colis de moins de 150 € étaient exonérés, selon la règle des minimis, exonérés de taxes, tout cela va changer. Je ne sais pas si c'est à partir de dès cette année d'ailleurs, ou 2027, mais puisqu'on va les taxer, on va donc pouvoir les comptabiliser. Alors, on va les taxer, mais on va les taxer à 2 € par colis.
Donc si la déclaration est que, je sais pas moi, les produits dans le colis valent 10 € et qu'en fait ils en valent 15, ça ne changera rien. On ne saura pas le mesurer. Bon, cela dit, ça c'est du ressort du contrôle que font également les douanes, qui portent aussi sur la conformité d'ailleurs à nos normes. Des centaines de millions de colis, qui est difficile à faire sur ces colis. Donc ça, c'est vrai que c'est une source de préoccupation sur les exportations chinoises. Et on a vu d'ailleurs qu'aux États-Unis, qui ont mis des barrières beaucoup plus importantes à ces colis, ils ont chuté en flèche, et alors qu'ils ont augmenté d'autant plus vite chez nous. Après, du point de vue du commerce extérieur, le sujet chinois, il est plus vaste que ça. Il est aussi dans le fait que la Chine continue à avoir des exportations qui croissent vers le marché européen alors qu'elles décroissent vers le marché américain, dans à peu près tous les secteurs. Et en même temps, tout aussi important pour nous, et aussi pour les Allemands ou les Italiens, la Chine baisse assez drastiquement ses importations. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une stratégie de dépendre le moins possible du reste du monde et rendre le reste du monde le plus possible dépendant. Et ça, on le voit aussi dans nos exportations, que ce soit dans des secteurs un peu traditionnels comme la chimie, l'équipement, etc. Et l'automobile qui arrive, ça va arriver. L'automobile est un cas à lui tout seul, mais de manière plus générale aussi. Denis. Peut-être un point sur la taxe petit colis. Attention aux effets de diversion qui peut intervenir. Et on le voit par exemple dans le cas de l'Italie, qui a mis en place un dispositif de ce type-là, et qui en fait se trouve désormais à recevoir toujours autant de petits colis, sauf qu'ils ne transitent plus par l'Italie. Et donc l'activité de transport et de logistique en Italie souffre énormément parce que c'est substitué par des petits colis qui arrivent toujours, mais en provenance des pays qui sont limitrophes, qui n'ont pas encore mis en place un type de dispositif. Donc là aussi, c'est une réponse qui est plus européenne qu'il faut envisager qu'une réponse qui soit strictement nationale, ou alors il faudra accepter des pertes de flux. Non, mais il y avait qu'en URSS, on arrivait encore à bloquer les choses, de dire le mouvement des biens et des personnes. Soit vous êtes dans une dictature absolue et vous y arrivez, soit c'est impossible. On faut bien s'en rendre compte. Quand on est sur des centaines de millions d'unités, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Il y a un autre sujet majeur entre la Chine, nous, l'Europe, mais également les États-Unis. Ce sont les terres rares, bien sûr. Quelle réponse à la domination chinoise? Un sommet se tient aujourd'hui à Washington, organisé par Marco Rubio, avec plus d'une cinquantaine de pays. Stéphane Séjourné y va, le commissaire européen à l'industrie, pour présenter un plan européen. Quel est l'enjeu de ce sommet, Denis? L'enjeu, de toute façon, on le voit avec également les déclarations américaines récemment sur ce chapitre, c'est vraiment l'enjeu de souveraineté, l'enjeu d'arriver à maîtriser son destin industriel. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Oui. On voit bien combien c'est une arme de négociation immédiate que va utiliser la Chine dès lors que vous entrez dans une négociation commerciale. Mais attendez... je vous coupe le robinet, on l'a bien vu. On l'a vu l'année dernière, ça a été la menace chinoise très efficace face aux menaces douanières de Donald Trump. Quand vous donnez une arme à votre partenaire, eh bien, c'est bizarre, mais il l'utilise. Et oui, c'est une arme un peu de chantage qui peut intervenir. Donc la meilleure manière de se soustraire du chantage, c'est de maîtriser son destin économique et de reconquérir un espace de souveraineté. Alors là, la myopie française et européenne et américaine est formidable parce que... Ils ont un coup d'avance, les Chinois, là, très clairement. Non. Ils l'ont préparé depuis longtemps. Oui. On a, vous savez, chaque année, il y a un livre BFM Business Montpensier qui est donné, et il y a 7 ans, avec Emmanuel Le Chypre, on l'a donné à Guillaume Pitron. L'excellent Guillaume Pitron. La guerre des métaux rares. Donc, on comprenait à ce moment-là. Alors, en France, il y a 40 ans, on raffinait 50% des aimants mondiaux. Alors, le problème, c'est que c'est très polluant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fermé, 50%. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une terre rare, un métaux? C'est qu'en fait, c'est pas rare dans la croûte terrestre. Les terres rares ne sont pas rares, on ne le répétera jamais assez. Effectivement, il y en a de partout. Mais non, mais ce qui est très compliqué, c'est que pour faire 1 kilo d'une de ces terres rares, il faut le raffiner. Il faut raffiner, mais combien de tonnes? De 50 à 1000 tonnes. C'est-à-dire que vous prenez 1 kilo pour 50 à 1000 tonnes. Donc on imagine le bazar que ça représente comme installation. Et il fallait le courage ou l'inconscience chinoise pour s'y attaquer. Et donc l'extraction, il se trouve que la Chine a beaucoup de terres rares, mais surtout c'est sur le raffinage. C'est le raffinage. 90% des capacités de raffinage mondiales sont chinoises aujourd'hui. Et alors là, vous imaginez le débat. Si on dit que pour construire une simple usine, il faut 2 ans et demi de France, s'il faut faire un bout d'autoroute, il faut 10 ans, s'il faut faire un aéroport, on n'y arrive pas.
Est-ce que vous nous dites, Guillaume Dard, que c'est fichu pour l'Europe? Alors non, il y a les pays du nord de l'Europe, la Suède, la Norvège, la Finlande, où il y en a davantage, sont en train d'essayer de le faire, mais c'est pas tout à fait le même habitat qu'en France. Dorothée, que nous propose Stéphane Séjourné, le commissaire européen? Déjà, l'Europe a regardé ce sujet depuis un moment. La stratégie européenne, elle repose sur un peu 3 axes. Le premier, c'est développer l'extraction en Europe. Bon, comme il vient de le dire, ça a certaines limites. Oui. D'une part, on n'a pas toutes les terres rares ou tous les minerais critiques sur le sol européen, ou sous le sol européen plus exactement. Et puis, c'est compliqué parce que c'est très consommateur en eau, en énergie. Mais quand même, on peut développer un peu plus. Ensuite, il y a la partie raffinage qui est effectivement essentielle parce que c'est là que la Chine a le plus le goulet d'étranglement et que par ailleurs, elle maîtrise complètement les technologies les plus avancées pour ça. C'est complexe ou pas, ce raffinage? Je veux dire, est-ce qu'on a technologiquement un train de retard ou est-ce que... c'est un peu complexe, c'est pas impossible, mais c'est très sale. C'est complexe et c'est surtout environnementalement pas évident. Ouais. Et le troisième axe, c'est de développer aussi le recyclage, parce que finalement, plus on en recycle, moins on a besoin d'en importer et d'en raffiner au départ. Ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et c'est un peu l'objet à la fois de cette réunion à Washington et plus généralement du traitement de ce sujet dans la présidence française du G7 qui a commencé cette année. C'est un sujet majeur qui par ailleurs est l'un de ceux où on peut arrimer les Américains à l'agenda multilatéral parce qu'on a vraiment des intérêts communs. En fait, on a besoin de s'y mettre ensemble vu la domination chinoise, avec aussi les pays qui ont un certain nombre de ressources, que ce soit le Canada, l'Australie, le Chili, etc. Donc c'est l'idée un peu de créer cette dynamique collective pour réduire les dépendances à la Chine avec ces différents axes. Et là, c'est vrai qu'il y a un véritable alignement avec les Américains. Scott Bessent est très favorable à travailler main dans la main avec la présidence française du G7 là-dessus. Ils vont surtout faire un gros stock pour eux parce que dans un F-35, je ne sais plus si c'est 40 ou 400 kilos de métaux rares. Enfin, c'est colossal, les besoins. Donc, ce qu'ils veulent surtout, c'est... On en a besoin partout, et pour les batteries aussi. Denis Ferrand. Effectivement, il est dans les 3 axes qu'a évoqué Dorothée, donc extraction, raffinage, recyclage. Oui. C'est vraiment des enjeux qui sont colossaux, avec le recyclage qui est quand même une question de point mort économique. C'est le coût du recyclage qui est quand même effectivement... Mais aussi pour le raffinage. C'est la même chose pour le raffinage. Mais effectivement, la 4e option qui est peut-être plus immédiatement exploitable, c'est vraiment celle de la diversification des approvisionnements. Et donc c'est bien là qu'il y a un sujet de coordination qui doit se mettre en place, parce qu'effectivement, derrière l'utilisation, la mobilisation de ces ressources, il y a aussi, c'est quelque chose qui est mondial. Il y a une formation de stock à la fois aux États-Unis, mais également en Chine, de stocks de terres rares, justement pour pouvoir se donner des marges de production qui est en train de se faire. Donc on a quand même un risque de hausse de prix extrêmement important sur ce type de matériaux à partir du moment où les matières premières de plus en plus importantes pour ces approvisionnements. N'ont jamais été aussi stratégiques. Et les stratégies de recyclage, c'est celles dont on rêve partout. D'ailleurs, dans le débat environnemental, c'est tout le temps, il faut recycler. On en parle tout le temps, on a raison. Il faut y arriver. Mais il faut un modèle économique. Mais je n'ai pas encore tant vu de succès dans ce domaine. Il y a des projets en cours, mais en fait, on commence concrètement au niveau européen. Et pour toutes ces étapes, on a un sujet de prix parce que, je dirais... Parce que les Chinois sont moins chers, encore une fois, très certainement. Et pas uniquement par des mécanismes de marché. Ils ont aussi eu cette stratégie de dominer le marché mondial, y compris par les coûts. Et donc aujourd'hui, ils l'ont écrit en 2010. Un producteur européen, quelqu'un qui veut se lancer dans le raffinage de terres rares en Europe et qui est prêt à surmonter tous les obstacles, en fait, ne va pas être compétitif in fine sur le prix face aux Chinois. Donc c'est là aussi qu'il y a ces discussions entre pays concernés par le sujet sur faut-il faire quelque chose pour offrir de la visibilité, offrir des perspectives de prix. Alors ça pose d'autres questions. Parce que c'est vrai sur différents secteurs. Si on garantit des prix, ça marche mieux que les usines de batterie. Voilà. Peut-être un mot sur cette dimension de stockage. Alors je ne vais pas parler de quelque chose qui est d'une terre rare, mais quelque chose qui est plutôt abondant encore, et d'ailleurs très abondant, c'est le pétrole. Mais ce qui se passe en Chine est assez révélateur d'un mouvement qui est général sur l'ensemble des matériaux. C'est-à-dire que la Chine est en train de se fabriquer des capacités de stockage extrêmement abondantes. Ils sont quasiment à 110 jours désormais de consommation de pétrole stock. Au maximum, les Américains sont montés à 90 jours. En général, ils sont à quelque part entre 60 et 70 jours de consommation et on sait pourquoi. en stock.
C'est justement la question qui est en sous-jacent, parce que pour l'instant, ils sont à 110, mais il y a des projets qui pourraient les amener à 180 jours, donc le double du maximum qu'ont connu les Américains. Et là, on ne peut pas ne pas penser à un enjeu géopolitique qui est sous-jacent. Mais ce qui est incroyable, on ne le répète pas assez, c'est que l'énergie en Chine, elle a un coût très très bas. Et donc, ils sont en train de lancer, ça augmente encore leur compétitivité, on le sait pour les États-Unis, mais pour la Chine, c'est en train de se passer. Et leur capacité solaire et d'énergie renouvelable est colossale. C'est pour ça qu'on a toujours un peu ce débat en France, est-ce qu'il faut du renouvelable ou du nucléaire? La PPE arrive bientôt il faut à tout, hein, il faut tout, et le maximum, parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est celui qui a le coût d'énergie le plus bas qui gagne la partie à la fin du match. Donc, on a un avantage avec le nucléaire, mais c'est pas suffisant, parce que faire une nouvelle centrale... Ça rejoint ce qu'on disait sur l'inflation en début d'émission. Il y en a, je sais pas combien de temps ça dure, c'est 10 ans, 20 ans, donc le renouvelable, le solaire, et le solaire, c'est en train d'accélérer sur la baisse des prix de façon incroyable. Et vous avez écouté Musk qui dit de toute manière, on va régler le problème de l'énergie en mettant tout en dehors de l'atmosphère où c'est 5 fois plus puissant. La bataille de l'énergie liée à l'IA et liée à l'industrie numérique, l'industrie du numérique, c'est le combat des 5 prochaines années. Donc, lui veut envoyer des data centers. Donc, il ne faut pas ralentir la production d'énergie. Hein. Juste 2 secondes là-dessus, pour donner une ampleur de la trace qu'a laissé le choc énergétique en Europe relativement à la Chine, c'est 30 points d'écart d'évolution de prix à l'exportation et à la production entre la Chine et l'Europe. C'est colossal. En 4 ans, ça s'est fait. Et ça, c'est vraiment les conséquences d'un choc énergétique. C'est-à-dire que la hausse du coût de l'énergie en Europe a creusé un écart de 30 points. Oui, alors c'est pas le choc de prix, c'est pas que ça, hein, mais c'est le facteur premier qui fait l'écart. 30 points d'écart de prix de production. Et on a toujours une énergie 2 fois plus chère en Europe. On a changé de combat. Dans les 25 dernières années, c'était les coûts salariaux. C'est-à-dire que c'est comme ça que les pays émergents, puis la Chine, ont gagné. Et donc, on était focalisé là-dessus. Aujourd'hui, ou plutôt demain, le combat, il est sur le prix de l'énergie et sur la capacité numérique. Enfin, parce que vous avez vu les usines noires à Shenzhen, vous avez vu les photos, il n'y a plus personne. C'est juste de l'énergie et de l'intelligence. Et du numérique. Donc, essayons et des métaux rares. Bon, mais on est plutôt pas mal en France sur le coût de l'énergie en électricité, pour le coup. Merci le nucléaire. C'est l'Europe qui est mal et la France est un peu moins mal. Mais au sein de l'Europe, on est 30 à 35% moins cher que la Belgique ou les Pays-Bas, 45% moins cher le coût de l'électricité qu'en Allemagne, par exemple. On a des cartes à jouer. Il faut nourrir l'optimisme un peu de temps en temps. Allez, je voudrais qu'on passe au dernier débat. Il est 10h47. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts et on va parler de la Fed maintenant. Des 3 défis de Kevin Warsh qui vient d'être nommé par Donald Trump à la Fed. Il succédera à Jérôme Powell au mois de mai. Le pauvre Jérôme Powell qui a subi quelques coups du président américain. Les 3 défis de Kevin Warsh, c'est le Wall Street Journal qui en parle. Vous allez me dire, Guillaume Dard, si vous êtes d'accord avec ça. Premièrement, réduire considérablement le bilan de la Fed sans perturber les marchés. Deuxièmement, ramener l'inflation à 2% et la maintenir à ce niveau. Et troisièmement, et ce sera peut-être le plus compliqué, il devrait y parvenir sans que Donald Trump n'intervienne sous peine de compromettre l'indépendance de la Fed. Vous êtes d'accord avec ces 3 Globalement, défis ? Oui. D'abord, c'est une énorme surprise que ce soit lui. C'était pas du tout le favori du marché polymarket. Il était 30 points derrière l'autre parce que justement, il est assez. Alors, il n'y a jamais de vrai faucon à la tête de la Federal Reserve, mais quand même, en 2010. Quand il était déjà à la Fed, c'est lui il a dit il faut arrêter la hausse du bilan. C'est-à-dire qu'il a dit il ne faut pas passer à un QE trop fort. 2, ce qui est intéressant, c'est que c'est la Troïka. Vous savez qui est Druckenmiller, Raphaël ? Non. C'est un grand hedge funder qui a commencé à travailler avec Soros, qui a monté sa boutique, qui est un génie, qui a fait 30% par an pendant 30 ans de performance. C'est-à-dire que je suis admiratif pour être du même métier, c'est vraiment difficile. Et il avait 2 adjoints. Traité qui s'en font, pardon. Il s'appelait Duquesne, Druckenmiller. Enfin, c'est difficile d'y rentrer quand même. Oui. J'en ai pas, moi. J'aurais aimé. Il avait 2 adjoints fantastiques, Scott Bessent, qui est secrétaire d'État, et Kevin Warsh.
Et d'ailleurs, il est interrogé, Druckenmiller, en disant « Mais comment vous avez mis vos 2 gars et qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et alors, il est très prudent, parce qu'avec Trump, il faut être extrêmement prudent. Il dit « Non, mais ils sont sérieux, ils vont s'entendre. » Bon. Et on se demande, là, s'il n'y a pas une Trumperie. D'abord, il n'est pas passé encore, parce que s'il y a cette attaque dont vous parlez contre le Powell, il faut qu'il soit accepté par le Congrès américain. Ouais. Donc, ce n'est pas tout à fait fait, mais s'il met en place ce que vous venez d'expliquer du Wall Street Journal, ce n'est pas du tout ce que veut Donald Trump. Mais Donald Trump n'a peur que d'une chose, c'est des marchés. Mais quand même... C'est le profit pour rassurer les marchés. Il veut des taux d'intérêt bas. Oui. Donc, Warsh dit non, mais les taux, ça ira, je vais juste redresser... Non, ça a quand même des effets. La surprise était incroyable. Quand on pense que l'or a perdu en 2 jours 30%, parce que le sujet général, c'est le débasement des monnaies, c'est-à-dire que l'effritement, l'érosion de la valeur monétaire du système. Et là, bon, alors c'est déjà revenu aujourd'hui, ça remonte, mais ça peut être énorme. Et quand il y a un nouveau patron de la Fed, c'est toujours très très fort sur les marchés. Même Greenspan, qui était le génie de tous les banquiers centraux, en 87, il a eu immédiatement le crack. C'est très difficile de trouver ces marques. Alors, on se demande, est-ce que Warsh, ça va être Volcker, ce qui serait un changement exactement le contraire de Trump. Donc, c'est vraiment un point d'interrogation. Vous allez pouvoir en parler longtemps, Raphaël. Reste à venir. Dorothée, comment vous avez vu cette nomination? Qu'est-ce que vous en tirez? Non, mais je pense qu'effectivement, c'est une nomination qui est d'abord pour rassurer les marchés, et à court terme, ça a marché. Par le fait qu'il est en tout cas perçu comme ayant suffisamment de distance à Trump pour prendre ses décisions de manière indépendante. Après, il s'est effectivement prononcé pour la réduction du bilan de la Fed, qui affecterait quand même surtout les taux à long terme. Donc ça risque de clasher assez vite avec ce que cherche Trump. Il dit qu'il n'est pas contre baisser les taux d'intérêt, l'outil de politique monétaire qui sont les taux d'intérêt à court terme. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelque part un terrain d'entente, parce que en même temps, la dette américaine, elle a quand même été dans les émissions récentes, ils font de plus en plus de court terme, de moins en moins de long terme. Aussi parce que c'est ce qui est plus facilement absorbé. L'inverse de l'Europe, donc. Nous, on allonge les maturités. On raccourcit aussi les maturités maintenant, parce que ça correspond à la demande des investisseurs internationaux aussi, aujourd'hui, donc de manière moins forte. D'accord. Mais c'est le cas un petit peu partout. Les États-Unis ont été plus forts là aussi parce qu'ils comptent par ailleurs sur les stablecoins pour booster la demande de titres à court terme. Parce que les stablecoins, les émetteurs de stablecoins, ils doivent avoir, quand ils émettent des stablecoins, ils doivent avoir en face soit du cash, mais ça leur apporte rien, soit des titres, des bons du Trésor à court terme. Oui. Donc ça booste aussi la demande et je dirais le Trésor américain compte aussi là-dessus. Est-ce que ça peut faire un équilibre où Warsh arrive à réduire le bilan tout en baissant les taux d'intérêt? Je pense que c'est quand même presque un triangle d'incompatibilité. Et d'ailleurs, comme le dit Dorothée, les taux à long terme ont monté. C'est-à-dire qu'on est revenu là quasiment à 4,30 sur le 10 ans américain, pour donner 4,30%, pour donner un élément de comparaison. En France, on est à 3,43% à peu près aujourd'hui. C'est haut les taux longs américains. Donc, et c'est ce qui détermine quand même le prix des crédits à l'immobilier. Donc, baisser le taux court terme et faire monter les taux à long terme, comme le dit Dorothée, ça ne fera pas sûrement plaisir à Trump. Et peut-être juste, il faut aussi savoir que les décisions de politique monétaire américaine, ce n'est pas juste le président de la Fed qui les prend. Il y a un board. Ils se font à la majorité du board où les personnes nommées par Trump ne sont pas majoritaires aujourd'hui, quand on compte qu'il y a un certain nombre de membres, dont les présidents des antennes régionales de la Fed. Donc il y aura aussi un équilibre à trouver dans cette instance. Qu'est-ce que vous retenez de la nomination de Kevin Warsh, Denis Ferrand? En fait, je pense que le défi principal qu'il a à gérer, c'est vraiment arriver à piloter cette pente de la courbe des taux. Parce qu'il va pouvoir agir immédiatement sur les taux courts par des décisions de politique monétaire. Il peut jouer sur la partie longue par l'intermédiaire du bilan, mais il veut réduire ce bilan. Alors que, dans le même temps, ce qui arrive chaque année en plus sur le marché, c'est 6 points à peu près de déficit public américain, qui a été maintenu uniquement par l'arme des droits de douane, qui a été limité par l'arme des droits de douane, qui a fait du rendement fiscal, mais du rendement fiscal qui a pesé sur qui? Sur les Américains. Donc on voit bien
bien que les travaux... Ils commencent à le sentir. Ils commencent à sortir. Les travaux disent, mais 95% à peu près du choc de droits de douane a été pris par les Américains, que ce soit par la baisse des marges des entreprises, que ce soit par l'augmentation des prix. Et donc, c'est quelque chose qui... c'est une arme qui est un peu un fusil à un coup. Et donc, comment est-ce qu'il va arriver à piloter la partie longue de la courbe des taux, en particulier pour tout ce qui va être les taux hypothécaires? C'est là que se trouve le nœud du problème, avec effectivement des nouveaux acteurs qui sont dans le paysage. Enfin, l'augmentation, les stablecoins, pour l'instant, c'est 3% de l'encours à peu près. C'est 3% de l'encours de titres du Trésor qui est détenu par les stablecoins. Mais il y a un an, c'était 0. Donc, on voit bien qu'ils ont trouvé des supplétifs jusqu'à présent, mais avec quelques risques. On a vu les inquiétudes sur Tether, notamment, parce que est-ce qu'ils achetaient que des titres du Trésor? Est-ce que c'était vraiment si stable que ça? Il y a eu quand même des interrogations importantes qui sont montées. Donc, on est un peu sur un équilibre. Il faut donner 2-3 chiffres. C'est plus de 1000 milliards de dollars de nouveaux emprunts par an qu'il faut trouver. C'est le déficit, oui. On a 1200 milliards de déficit annuel des États-Unis. Hein. Les Chinois, ils ont moins de 1000 milliards de dollars de Les Japonais, qui sont très prudents, ne veulent pas avoir d'ennui avec Trump, ont gardé leur encours, c'est 1200. Oui. Et l'Europe, c'est combien, Dorothée? 2500 milliards 1800. 1800, disons 2 milliards. Donc on voit que l'international, ça ne suffit pas du tout à financer. Et que donc, avec un déficit budgétaire aussi important, le sujet de la façon dont se financent les États-Unis est une complétité extrême. Et pour l'instant, c'est quand même la Fed qui a réussi à résoudre le problème. Et donc, vouloir réduire le bilan et avoir 6% de déficit. Il faut expliquer, c'est un sujet très technique, mais assez rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps. Mais ça veut dire quoi, réduire le bilan d'une banque centrale? Au bilan d'une banque centrale, d'où vient l'argent? C'est au fond les billets de banque qu'émet la banque centrale. On imprime, comme on dit. Et les dépôts des banques commerciales faites à la banque centrale. Et où va l'argent? Il y a un peu d'or, c'est pas énorme, enfin c'est 10-15%. Il y a des devises et il y a des crédits, essentiellement des obligations d'État et un peu d'obligations corporate. Et donc la Banque centrale, elle a, pour financer toutes les banques centrales, pour financer l'émission de dette qui a eu lieu depuis 2008, massivement et accélérée pendant le Covid, eh bien, quand les trésors de chaque pays émettaient, c'est la Banque centrale qui, grosso modo, achetait entre 40 et 50% de ce papier. Et réduire le bilan, ça veut dire que vous vendez les obligations. Alors, vendre des obligations alors qu'il y en a plein qui arrivent sur le marché, c'est pas facile. Voilà. Et que l'international veut de moins en moins les acheter. Voilà. Exactement. Merci. Merci à tous les trois, Dorothée Rouzet, Denis Ferrand et Guillaume Dard, pour cette émission passionnante à retrouver en podcast et replay sur l'application BFM Business et sur notre site bfmbusiness.com. Tout de suite, c'est Tout pour investir avec Antoine Larigauderie. Tout pour investir qui fera une spéciale budget demain à partir de 11h. Ne la ratez pas. Quant à moi, je vous retrouve juste avant demain de 10h à 11h, comme tous les jours, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous. À demain.